Elle s'est arrêtée près d'un entrepôt sombre, s'attendant à une livraison ordinaire. Mais au lieu d'une commande, elle a vu un homme blessé et deux nourrissons sous la pluie glaciale. Elle ne savait pas encore que ce moment allait changer sa vie. Abonnez-vous et écrivez de quel pays vous regardez cette vidéo. Le vent de novembre s'abattait sur le quartier industriel, comme une bête blessée, hurlant entre les entrepôts désertés et griffant les vitres du vieux fourgon de livraison. Sylvie Caldwell avait l'impression d'être prise dans une tempête qui ne finirait jamais. Une tempête qui ressemblait trop à sa propre vie depuis des mois. La buée couvrait sans cesse le pare-brise, et elle devait balayer le verre de la main pour distinguer la rue déserte où les flaques d'huile reflétaient les néons tremblants. Cela faisait plus de 16 heures qu'elle travaillait, d'abord à la clinique où elle effectuait de modestes remplacements, puis dans ce service de livraison nocturne qui lui permettait, certains soirs, de payer à temps l'une des factures qui menacèrent de l'étouffer. Son ventre était vide, ses chaussures détrempées, et chaque battement de son cœur semblait un rappel cruel de tout ce qu'elle avait perdu. Surtout depuis la mort de ses parents, qui avaient laissé un vide plus glacial que n'importe quel hiver du Michigan. Quand l'application avait vibré avec un nouveau message, elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur. La prime annoncée était beaucoup trop élevée pour une simple commande de place à emporter, mais c'était précisément ce genre de hasard qui pouvait lui éviter une coupure de courant ou un avis de recouvrement. Elle avait accepté sans réfléchir, priant presque pour que le destin, pour une fois, soit de son côté. L'adresse indiquée menait à un ancien entrepôt logistique qu'elle connaissait vaguement pour y être passée lors de livraisons de jour. D'habitude, l'endroit grouillait de manutentionnaires, de cargaisons, de chariots élévateurs et de discussions rugueuses. Cette nuit-là, pourtant, tout semblait figé, comme si le décor attendait encore ses acteurs. Elle coupa le moteur et inspira l'air glacé qui s'infiltrait malgré le chauffage hésitant. Rien ne bougeait autour d'elle. Pas un fumeur appuyé contre un mur, pas un garde, pas un camion de livraison, pas même les habituels bruits sourds provenant de l'intérieur. Elle fronça les sourcils, serra la sangle de la sacoche thermique et descendit du véhicule. Le froid la transperça aussitôt, et elle sentit la pluie glacée s'infiltrer sous son manteau bon marché. Elle avança de quelques pas, regardant autour d'elle, attentive aux moindres mouvements qui pourraient lui expliquer cette immobilité étrange. Elle se dit qu'elle irait déposer le sac, récupérer une signature, puis rentrer chez elle au plus vite pour un dîner tardif et une douche brûlante qui la ramènerait à la vie. Mais la nuit décida autrement. Un cri jaillit de l'ombre, si brusque et si aigu que Sylvie lâcha presque la sacoche. Elle se figea. Ce n'était pas un cri d'adulte. C'était le cri d'un bébé. Puis un second. Deux voix minuscules, affolées, déchirant le silence comme une alarme instinctive. Son cœur bondit avant même que son esprit n'ait compris. Elle se rua vers l'origine du son, contournant une zone de chargement où la lumière d'un lampadaire voisin crépitait. La pluie s'intensifiait, brouillant ses yeux, martelant le béton fissuré. Un faisceau de lumière accroché sur la façade d'un autre bâtiment se ralluma brusquement, balayant un pan de la cour. Ce qu'il révéla glaça Sylvie jusqu'à la moelle. Deux sièges bébés étaient posés sur le sol, l'un à côté de l'autre, sous le déluge. Deux nourrissons, pas plus de 6 ou 7 mois, se tordaient en pleurant, leurs petites mains griffant l'air comme s'ils cherchaient désespérément quelqu'un. Leurs joues de chouette énaille rougies par le froid, leurs vêtements trempés jusqu'aux couches. Sylvie sentit son souffle se bloquer, puis repartir plus vite qu'elle n'aurait cru possible. Elle se précipita, se pencha sur eux, les mains tremblantes mais précisées par ses réflexes d'ancienne étudiante en médecine. Ce fut alors qu'elle le vit. Un homme était affalé contre le mur de briques, à quelques pas seulement. Son manteau sombre était fendu à l'épaule par une large tache de sang qui s'étendait lentement sous la pluie. Sa tête retombait en avant, ses yeux mi-clos semblaient lutter pour rester ouverts. Lorsqu'elle s'approcha, sa main droite se souleva avec une lenteur douloureuse. Un pistolet brillait dans sa paume, braqué maladroitement vers elle. Sylvie se figea, son cœur cognant si fort qu'elle en eut mal aux côtes. Pourtant, ce n'était pas la peur de mourir qui la pétrifia. C'était le regard de l'homme. Pas de haine, pas de menace, une terreur pure, dirigée non pas vers elle, mais vers les petits êtres qu'il semblait vouloir protéger, même au bord de la mort. Elle leva lentement les mains, murmurant quelque chose qu'elle-même n'entendit pas réellement.
L'homme tenta de parler, mais le vent emporta sa voix. Il reprit une seconde fois, un souffle à peine audible. Elle s'accroupit, s'appuya contre le mur pour se rapprocher de son visage. 3 mots atteignirent enfin ses oreilles. 3 mots qui semblaient arrachés à son âme. « Sauvez les enfants !» Puis sa main fléchit, l'arme tomba lourdement sur le sol, et son torse se souleva dans un râle. Sylvie n'avait pas besoin de réfléchir. Tout son être se mit en mouvement. Son passé à la clinique, ses souvenirs d'études abandonnées, sa compassion devenue instinct de survie pour les autres. Elle attrapa la première nacelle, la hissa contre sa poitrine, puis la seconde. Les bébés hurlaient si fort qu'elle crut que leur petite voix allait se briser. Elle ne pouvait pas les laisser là, pas plus qu'elle ne pouvait laisser cet homme mourir sous la pluie. Elle posa un instant les nacelles près d'elle, passa son bras sous celui du blessé et le tira de toutes ses forces. Il était lourd, épuisé, à moitié inconscient. Chaque pas fut une lutte contre son propre corps épuisé, mais elle parvint à l'entraîner jusqu'au fourgon, où elle l'installa tant bien que mal sur le siège passager. Elle déposa ensuite les nacelles sur la banquette arrière, enveloppa les 2 bébés dans son manteau détrempé, puis referma les portes d'un geste brusque. Sa respiration se faisait courte, hachée, presque douloureuse. Elle s'accorda une seconde pour reprendre son souffle, puis démarra en trombe. Elle jeta un dernier regard au rétroviseur. L'entrepôt sombre semblait l'observer, comme un géant silencieux qui venait de lui confier un secret trop lourd. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller à l'hôpital. Cet homme armé, ses enfants abandonnés, cette scène qui ressemblait à une évasion avortée ou à une attaque ciblée. Non, la police n'était pas une option. La seule destination possible était sa propre maison, aussi misérable soit-elle. Elle conduisit à travers les rues trempées, serrant le volant au point d'en blanchir les jointures. Ses pensées tourbillonnaient, se heurtaient à leurs propres limites. Qui était cet homme? Que faisaient 2 bébés dans un entrepôt désert? Pourquoi avait-il été abattu? Pourquoi cette prime si élevée pour une commande qui n'existait même pas? Plus elle cherchait une réponse, plus elle avait le sentiment d'être entrée dans une histoire qui ne lui appartenait pas. Et pourtant, à chaque fois qu'elle entendait le pleur étouffé d'un des nourrissons derrière elle, elle savait que c'était désormais trop tard. Le choix avait été fait au moment où elle avait couru dans l'obscurité. Quand elle arriva devant son immeuble, la tempête semblait légèrement se calmer, comme si la nuit retenait son souffle. Elle descendit du véhicule, ouvrit la porte du passager et tenta d'aider l'homme à sortir. Il n'était plus qu'un poids mort, la tête penchée, la peau si froide qu'elle craignit qu'il soit déjà en train de s'éteindre. Elle le hissa sur son épaule autant que ses forces le lui permettaient, puis revint chercher les bébés, s'assurant qu'ils respiraient encore, qu'ils bougeaient, qu'ils restaient conscients malgré le froid qui les avait presque engourdis. Ses escaliers grinçaient sous le poids de ses pas, et chaque marche lui donnait l'impression de gravir une montagne. Elle poussa la porte de son petit appartement mansardé, alluma la lumière et sentit immédiatement l'odeur familière de poussière et de vieux radiateurs. Cela lui parut presque incongru face à la scène qu'elle vivait. Elle referma la porte derrière elle, posa les nacelles sur le canapé et étendit l'homme sur le sol. Une mare de sang s'étalait déjà sur les planches usées. Elle attrapa de quoi nettoyer, désinfecter, suturer. Ses gestes se firent de mécaniques, déterminés, précis malgré la fatigue écrasante. L'homme gémit lorsqu'elle extrayait la balle, mais elle murmura pour le rassurer, comme elle l'aurait fait avec un patient paniqué. Quand elle eut terminé la couture et bandé la plaie, elle prit enfin le temps de regarder son visage. Sous la barbe naissante, il paraissait presque jeune, mais marqué par une dureté que la souffrance n'effaçait pas vraiment. Les bébés, eux, avaient cessé de pleurer. L'un dormait contre le coussin qu'elle avait posé, l'autre l'observait avec des yeux sombres, trop grands pour son petit visage. Sylvie se sentit soudain submergée par une étrange impression, celle que sa vie venait de basculer d'un simple mouvement, comme un livre qui s'ouvre sur un chapitre inattendu. Elle n'avait aucune réponse à ces questions, aucune idée de ce qui l'attendait, mais elle savait une chose, elle ne laisserait pas ses enfants mourir. Et pour une raison qu'elle n'aurait pas pu expliquer, elle ne laisserait pas cet homme mourir non plus. La pluie tombait toujours, tambourinant sur le toit comme une horloge battant la mesure de ce nouveau destin. Sylvie s'assit un instant près des bébés, la tête lourde, les mains encore tachées de sang. Elle inspira profondément. Ce n'était que le début. Elle l'ignorait encore,
Mais tout ce qui venait de se produire au sein de cette tempête n'était qu'un prélude à une réalité plus vaste, plus sombre et plus dangereuse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une réalité dans laquelle elle venait d'entrer sans retour possible. La nuit poursuivait son œuvre autour d'elle, mais dans son appartement exigu, une histoire venait de naître, fragile, sanglante, irrévocable. Et Sylvie Caldwell, simple livreuse aux rêves brisés, venait d'en devenir le premier pilier. Le silence qui suivit la tempête semblait presque irréel dans le petit appartement mansardé de Sylvie. Pourtant, ce n'était pas un silence apaisant, mais un répit fragile, une bulle incertaine où l'on retenait son souffle dans l'attente de ce qui allait suivre. Les bébés dormaient enfin, emmitouflés dans la couverture la plus chaude qu'elle possédait. Leurs respirations minuscules remplissant la pièce d'un rythme doux et irrégulier, comme une preuve que, malgré la violence de la nuit, la vie persistait. L'homme allongé sur le sol, quant à lui, demeurait immobile, ses traits figés par la douleur, mais vivant. Elle avait réussi à arrêter l'hémorragie, à extraire la balle, et même si ses instruments étaient rudimentaires, elle avait fait de son mieux pour éviter l'infection. Ce n'était pas la première fois qu'elle recousait une blessure, mais c'était la première fois qu'elle sentait à quel point chaque geste pouvait avoir des conséquences qui la dépasseraient. Elle s'agenouilla près de lui, vérifiant de nouveau son pouls, la chaleur de sa peau, la résistance de la bandage. La pluie sur le toit s'était calmée, remplacée par le léger craquement du radiateur qui, pour une fois, semblait vouloir jouer son rôle. Ce bruit familier apaisa un instant ses nerfs tendus, mais pas ses pensées qui tourbillonnaient. Qui pouvait vouloir tuer cet homme? Pourquoi avait-il été abandonné avec 2 nourrissons au milieu d'une zone industrielle? Et pourquoi, au milieu de l'agonie, avait-il pensé d'abord à protéger les enfants plutôt qu'à sauver sa propre vie? Sylvie avait déjà vu des êtres humains en détresse, des victimes anonymes de la violence urbaine, des individus en fuite, mais jamais elle n'avait rencontré une situation aussi incohérente, aussi déconcertante. Elle s'assit sur le sol à côté de lui, les genoux repliés, les mains posées sur le bois. Elle n'était pas sûre d'être prête lorsqu'il remua légèrement. Un souffle échappa de ses lèvres, presque imperceptible d'abord, puis un second, plus long, comme si un poids invisible pesait sur sa poitrine. Sylvie pencha la tête, observant les paupières de l'homme frémir. Il luttait pour revenir à la conscience, comme un nageur tentant d'atteindre la surface d'un lac sombre. Quand il ouvrit enfin les yeux, ce fut pour regarder sans comprendre le plafond jauni avant de tourner la tête vers elle. Il ne bougea pas davantage. Sa respiration était encore trop faible, ses muscles trop raides. Il dut faire appel à toutes ses forces pour prononcer les premiers mots qui traversèrent la pièce, d'une voix rauque et brisée. « Où sont-ils » Sylvie se tourna légèrement vers les 2 bébés endormis. « Ils vont bien. Ils dorment. Je les ai réchauffés. » Elle indiqua le canapé du menton, et quelque chose dans le regard de l'homme se détendit. Ce n'était ni de la surprise, ni du soulagement pur. C'était autre chose. Une reconnaissance silencieuse doublée d'un désespoir profond, comme s'il avait été certain qu'il n'aurait pas dû survivre à cette nuit. Il sembla vouloir se redresser, mais Sylvie posa aussitôt une main ferme sur son épaule pour le retenir. « Vous ne pouvez pas bouger. Vous avez perdu beaucoup de sang, et je ne vais pas vous recoudre une 2e fois si vous arrachez les poings. » Il eut un souffle qui ressemblait presque à un rire étouffé, mais qui se transforma vite en grimace de douleur. Elle attendit, lui laissant le temps de respirer. Finalement, il murmura « Vous m'avez sauvé. » Elle secoua la tête. « J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai surtout sauvé les enfants. » Il cligna des yeux et le regard vif qui s'y alluma surprit Sylvie. « Alors vous avez choisi la bonne priorité. » Ces mots, dits avec une conviction presque solennelle, la troublèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Peu de gens auraient vu l'héroïsme dans ce qu'elle avait fait. Beaucoup auraient fui. Peut-être qu'elle-même aurait fui 1 an plus tôt, avant que le monde ne s'écroule autour d'elle. Mais quelque chose avait changé depuis la perte de ses parents. Elle faisait désormais confiance à ses instincts, même lorsqu'ils l'emmenaient en trop loin. Il lui fallut plusieurs minutes avant qu'il ne soit en état de parler davantage. Elle attendit patiemment, observant le mouvement régulier de sa poitrine, vérifiant que la blessure ne recommençait pas à saigner. Lorsqu'il reprit la parole, ce fut d'une voix basse mais plus assurée. « Je m'appelle Alex Ryder. » Elle hocha simplement la tête. Elle n'était pas certaine de vouloir lui donner son propre nom. Pas encore. Lui donner un nom aurait rendu tout cela trop réel.
trop irréversible. Alex détourna un instant les yeux vers les bébés, puis les ramena vers elle. Une tension étrange traversa son visage. Vous devez comprendre que ce qui s'est passé ce soir n'est pas un accident, ni un braquage, ni un règlement de compte banal. Il parlait lentement, comme s'il cherchait ses mots ou tentait d'épargner ses forces. J'ai été attaqué par des hommes qui faisaient autrefois partie de ma sécurité. Des hommes dont j'aurais confié la vie sans hésiter. Ils ont été achetés par une autre branche. Un groupe qui veut contrôler tout ce que je sais, tout ce que je suis. Sylvie sentit un frisson parcourir sa peau. Il n'y avait dans sa voix aucune vantardise, seulement une lucidité froide. « Et qui êtes-vous » demanda-t-elle prudemment. Il ferma un instant les yeux, comme s'il cherchait à rassembler suffisamment de courage ou de clarté pour répondre. « Quelqu'un qui possède des informations que personne ne devrait posséder seul. Les motifs sur ma peau, les tatouages que vous avez peut-être aperçus, ne sont pas là pour faire joli. Ce sont des codes, des coordonnées, des clés d'accès, une archive vivante. C'est pour cela qu'ils veulent me capturer vivant. Et pour cela qu'ils... » Sa voix se brisa lorsqu'il regarda les enfants. Sylvie sentit une lourdeur dans son ventre. « Ce sont vos enfants » demanda-t-elle, même si l'évidence se dessinait déjà. Alex hocha la tête faiblement. « La petite fille, oui, Liana, mon sang !» Ses yeux s'adoucirent un instant, une expression trop fragile pour un homme plongé dans autant de violence. « Le petit garçon n'est pas le mien. Il est le fils de mon ami, celui qui m'a précédé. Il a été tué. J'ai promis de protéger son enfant. Et eux, ils voulaient les utiliser contre moi, pour me forcer à parler. Chaque phrase ouvrait une perspective plus vertigineuse que la précédente. Et pourtant, tout, dans son ton, dans la fatigue qui alourdissait ses mots, semblait désespérément sincère. Sylvie comprit qu'elle venait de mettre les pieds dans une guerre dont elle ignorait les règles, mais dont elle commençait à entrevoir les dégâts. La pensée qu'elle aurait pu passer à côté de toute cette horreur si elle n'avait pas accepté cette commande lui serra la gorge. Le temps passa. Assez pour que Sylvie pense de nouveau la blessure d'Alex, pour qu'elle berce les bébés lorsque leurs pleurs reprirent sous l'effet du choc ou de la faim. Elle leur donna un biberon improvisé, se félicitant intérieurement d'avoir compris plus tôt qu'une alimentation chaude pourrait les stabiliser. Alex les observait avec un mélange de honte et de gratitude silencieuse, incapable de se lever pour les prendre dans ses bras. Une tendresse trouble se glissa dans l'appartement, comme une chaleur inattendue au cœur de l'hiver. Mais le calme ne dura pas. 3 jours plus tard, alors que les enfants semblaient s'adapter à leur nouvel environnement précaire, quelque chose changea brusquement. Sylvie venait de leur donner un lait maternisé qu'elle avait acheté la veille lorsqu'elle remarqua d'abord une agitation inhabituelle, puis une pâleur inquiétante, et enfin les premiers spasmes. Leur corps minuscule se tordait de manière anormale. Leurs gémissements devenaient rauques, saccadés. Elle sentit la panique monter en elle, une panique glaciale qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de ses parents. Mais sa formation, même incomplète, reprit le dessus avant que la peur ne la paralyse. Elle comprit immédiatement. Quelque chose dans ce qu'ils avaient ingéré les empoisonnait. Le temps devint soudain un ennemi acharné. Elle installa rapidement les nourrissons sur une serviette propre, improvisa un lavage gastrique rudimentaire, bouleversé par l'urgence de la situation. Ses gestes étaient guidés par une précision fébrile. Chaque minute comptait. Chaque respiration pouvait être la dernière. Alex, encore trop faible pour se lever, observait la scène avec des yeux emplis d'une détresse qui dépassait l'entendement. Lorsqu'il essaya de bouger, la douleur l'écrasa de nouveau contre le sol. Elle réussit à stabiliser les enfants, à leur rendre une respiration plus régulière, à calmer les convulsions. Lorsqu'ils s'endormirent enfin d'épuisement, elle sentit ses propres forces la quitter. Elle s'assit contre le mur, la tête entre les mains, haletante, couverte de sueur froide. Les bébés vivaient, mais elle avait compris que leurs ennemis n'avaient aucune limite. Même la nourriture pouvait devenir une arme. Ce fut alors qu'Alex, rassemblant tout ce qui lui restait d'énergie, posa une main tremblante sur son bras. Son visage se déforma sous l'émotion, et une larme glissa sur sa joue. « Vous les avez sauvés », murmura-t-il d'une voix brisée. « Vous nous avez sauvés. » Il la tira contre lui, et elle sentit son corps secoué de tremblements, non par la douleur physique, mais par l'effondrement d'un homme qui n'avait jamais eu le droit d'être vulnérable. Elle ne chercha pas à s'éloigner. Ils partageaient désormais plus que la même pièce,
une responsabilité, un lien forgé dans la peur et la survie. Elle comprit alors que ce qui avait commencé comme une nuit ordinaire ne pourrait plus jamais redevenir banal. Quoi qu'elle ait espéré pour sa vie, celle-ci venait de prendre un chemin qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Et le plus troublant, c'était qu'elle n'était plus certaine de vouloir revenir en arrière. Les jours qui suivirent l'empoisonnement des enfants furent marqués par une tension qui s'épaississait dans l'air, comme une brume lourde et stagnante. Rien, dans le petit appartement mansardé, ne semblait plus familier. Chaque craquement du plancher, chaque bruit de pas dans la cage d'escalier, chaque éclat de voix venant de la rue en contrebas contraignait Sylvie à tendre l'oreille, la main crispée, l'esprit en alerte constante. Depuis cette nuit où elle avait extrait une balle du corps d'un inconnu, et depuis les convulsions de ces deux nourrissons qu'elle avait sauvés une seconde fois, son monde avait rétréci à la taille d'une pièce trop petite, trop vulnérable pour contenir une menace d'une telle ampleur. Alex, bien que toujours affaibli, avait commencé à retrouver un semblant de force. Ses traits demeuraient tirés, la douleur revenait par vagues, mais son regard retrouvait une vivacité inquiétante, celle d'un homme qui sait qu'il n'a plus le droit de faiblir. Il observait Sylvie avec une intensité silencieuse qui ne relevait ni de la méfiance ni de la gratitude, mais d'une sorte de reconnaissance profonde, comme si sa présence à elle empêchait le monde autour de lui de s'effondrer plus vite. Pourtant, malgré les soins, malgré les biberons et le linge lavé à la main, malgré les nuits blanches à veiller les enfants pour être certaine que les effets du poison ne revenaient pas, Sylvie voyait l'inévitable approcher. Elle l'avait compris la première fois en voyant le sac de lait maternisé contaminé, puis en découvrant qu'un voisin avait posé des questions sur la présence d'un homme chez elle. Questions soi-disant anodines, mais trop insistantes pour être innocentes. Elle comprit qu'il n'avait plus le temps. Le danger s'était resserré autour d'eux comme un filet invisible. Rester ici, dans ce refuge qui n'en était plus un, serait une condamnation. Elle en parla à Alex dans un murmure, un soir où les enfants dormaient profondément dans les bras du sommeil lourd qui suit les crises. Il ne répondit pas tout de suite, mais le silence qui suivit fut plus que suffisant. Il savait déjà que ce moment viendrait. Il avait simplement espéré quelques jours de plus. Ils préparèrent leur départ avant l'aube, dans une obscurité presque totale. Sylvie rangea le minimum nécessaire, les couches, les biberons, les médicaments, quelques vêtements, une couverture supplémentaire. Elle observa un instant son appartement, ce lieu où elle avait vécu seule ses défaites, ses silences, ses espoirs trop minces. Maintenant, cet endroit n'était plus qu'une scène abandonnée, un souvenir de ce qu'avait été sa vie avant que la nuit du hangar ne la transforme. Alex, appuyé contre le mur, couvrait la pièce du regard comme s'il évaluait les risques, comme si chaque ombre était un piège. Il ne lui restait pas beaucoup de force, mais il insistait pour se déplacer seul, refusant de lui imposer davantage de poids dans un moment où chaque geste avait une importance vitale. Ils quittèrent discrètement l'appartement et descendirent les marches grinçantes de l'escalier. Les bébés somnolaient dans leurs nacelles, enveloppés dans des couvertures. Le froid du matin les mordit dès qu'ils franchirent la porte du bâtiment. Le fourgon de Sylvie les attendait toujours, stationné sous un réverbère qui clignotait faiblement, comme s'il hésitait à leur offrir une dernière parcelle de lumière. Elle installa les nourrissons à l'arrière, vérifia qu'ils respiraient calmement, puis aida Alex à s'asseoir du mieux qu'il put. Une fois à l'intérieur, elle sentit un frisson lui traverser la colonne vertébrale, non pas à cause du froid, mais en raison de l'impression qu'il quittait une frontière invisible. Dès qu'elle tourna la clé, dès que le moteur ronronna sous ses mains, elle comprit qu'ils avaient franchi un point de non-retour. La ville semblait différente. Les rues grises paraissaient plus longues, plus vides, comme si elles attendaient quelque chose. Les silhouettes des immeubles se découpèrent dans la pâle lumière du matin, et chaque croisement devenait une interrogation silencieuse. Était-il suivi, observé, pris en chasse sans le savoir? Sylvie roulait avec une prudence extrême, évitant les grands axes, ralentissant chaque fois qu'un véhicule la dépassait trop près. Alex, assis à côté d'elle, observait la route avec une attention tendue, malgré la douleur qui crispait sa mâchoire. Il lui indiquait parfois un détour, un raccourci, une direction à éviter. Son expérience du danger, cet instinct qu'il avait dû forger au cœur d'un monde de violence, complétait la vigilance de Sylvie, et ensemble, ils avancèrent dans le dédale urbain jusqu'à atteindre une zone industrielle en partie abandonnée. Ce fut là,
sur une aire de stationnement déserte derrière un entrepôt aux vitres brisées, qu'ils firent une première pause. Sylvie coupa le moteur et s'autorisa enfin un soupir. Les nourrissons s'étaient rendormis, bercés par les secousses du trajet. Alex, lui, respirait avec difficulté, mais il tenait encore debout par une volonté obstinée. Ils sortirent du véhicule, le froid mordant leur visage, et échangèrent un regard sans mots. Ce lieu n'était qu'un point de passage, un havre transitoire entre deux précipices. Ils ne pouvaient pas y rester longtemps. Pourtant, ce bref arrêt permit à Sylvie de mesurer l'ampleur de ce qu'elle vivait. Elle n'avait jamais eu l'âme d'une aventurière. Elle n'avait pas cherché la fuite, le danger, la clandestinité. Mais ce matin-là, elle se tenait à côté d'un homme blessé et de 2 enfants dont la survie dépendait entièrement d'elle, et elle n'éprouvait pas de regret. Seulement une résolution farouche, calme et profonde. Ils reprirent la route pour atteindre finalement un petit motel en bordure d'autoroute. Un endroit insignifiant, banal, anonyme. Le genre de lieu où personne ne se soucie de qui entre et sort, où les clients se succèdent sans laisser de traces. Sylvie se gara à l'écart, aida Alex à descendre et transporta les bébés à l'intérieur. L'odeur d'humidité et de bois mal entretenu, mélangée à celle des désinfectants bon marché, lui piqua le nez. La chambre était sombre, mal éclairée par un abat-jour bancal. Les murs semblaient trop minces pour tenir tête au vent, et le sol grinçait sous leurs pas, mais au moins, ils étaient à l'abri des regards. Alex tomba presque sur le lit, épuisé par l'effort. Sylvie, malgré la fatigue qui la terrassait, ajusta les couvertures, vérifia une nouvelle fois les bébés, et s'assit enfin, le souffle court. Elle pensa qu'ils auraient quelques heures pour respirer, pour réfléchir, pour décider de la suite. Une illusion de répit, fragile mais nécessaire. Cependant, comme souvent depuis cette nuit où tout avait basculé, la réalité n'attendit pas longtemps pour les rattraper. Un coup discret à la porte fit sursauter Sylvie, et son cœur bondit jusqu'à sa gorge. Alex, pris de panique, tenta de se redresser, mais la douleur l'écrasa de nouveau contre les oreillers. Elle s'approcha lentement de la porte, l'oreille tendue, le souffle suspendu. La voix qui suivit n'était pas celle d'un inconnu. Elle était douce, féminine, et portait une étrange familiarité, mais aussi une froideur tranchante. « Alex, ouvre la porte !» Sylvie sentit son sang se glacer. Elle n'osa pas répondre. À l'intérieur de la chambre, Alex se figea. Son visage se ferma, comme si une ombre venait de se poser sur lui. Il murmura un mot, un seul, mais qui en disait long. « Evelyne !» Elle n'eut pas le temps de poser des questions. La poignée tourna lentement, comme si la personne de l'autre côté savait parfaitement qu'aucune force ne pourrait la retenir longtemps. Lorsque la porte s'ouvrit, la silhouette qui apparut dans l'encadrement avait la beauté aiguisée de ceux qui ne vieillissent pas sous le poids des doutes. Une femme grande, élégante, vêtue d'un manteau sombre, qui contrastait avec la pâleur de son visage. Ses yeux se posèrent d'abord sur Alex, puis sur Sylvie, puis sur les bébés. À aucun moment elle ne sembla surprise, ce qui en soi était plus effrayant encore. Elle franchit le seuil avec une lenteur calculée, comme si elle entrait chez elle. Une présence électrique envahit la pièce, presque palpable. « Je vois que tu t'es réfugié dans un endroit très... modeste », dit-elle en fermant la porte derrière elle. Sa voix portait une note de mépris léger, mais aussi une satisfaction perverse, comme si elle savourait l'humiliation d'Alex. « Je croyais que tu étais mort. Visiblement, j'ai été mal informé. » Alex tenta de se lever, mais Sylvie, par réflexe, intervint pour l'empêcher de s'effondrer. Evelyne arqua un sourcil en les observant. Et voilà donc la petite bonne Samaritaine, la sauveuse. Quelle charmante scène! Son regard glissa vers les enfants. Et eux, ces 2 petites clés. Ils valent tellement plus que toi, Alex. Le dédain avec lequel elle prononça son nom fit frissonner Sylvie. Une ombre surgit derrière Evelyne, un homme massif, impassible, dont les yeux ne portaient aucune expression. Il s'avança d'un pas, la main tendue vers Alex, ou peut-être vers les bébés. Sylvie sentit une déflagration d'adrénaline traverser son corps, et avant même d'avoir pleinement conscience de son geste, elle se saisit d'une clé à molette laissée près du radiateur, brandit l'outil et frappa de toutes ses forces. Le choc résonna dans toute la pièce. L'homme chancela, puis s'effondra lourdement, laissant un silence brutal retomber sur les lieux. Evelyne, un instant, sembla surprise, puis un sourire lent, presque admiratif,
étira ses lèvres. Intéressant, je t'avais sous-estimé. Mais avant qu'elle ne puisse dire davantage, Alex trouva la force de parler, sa voix déchirée mais ferme. Tu ne toucheras pas à ces enfants, ni à elle. Evelyne se tourna vers lui, une impatience glaciale dans le regard. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Le conseil veut ta tête, et celle de la fille. Et moi, je suis venu te l'apporter. La suite se déroula dans une confusion où se mêlèrent cris, menaces, gestes impulsifs. Sylvie réussit à désarmer Evelyne d'un mouvement instinctif, et Alex, malgré la douleur, réussit à l'immobiliser. Mais il hésita au moment de porter le coup final, de lui ôter la vie. Sylvie posa la main sur la sienne, le regard implorant. « Non, pas comme ça. Elle peut servir. Elle peut témoigner. Prouver leur trahison. Tu n'as pas besoin d'en ajouter une autre à la liste des morts. » Alex la regarda longuement. Dans ses yeux passèrent la haine, la déception, la fatigue, mais aussi une forme de résignation. Il baissa l'arme. Plus tard, ils se retrouvèrent tous les quatre devant ce conseil dont Evelyne avait parlé. Un groupe d'hommes et de femmes dont le calme sinistre semblait dissimuler des actes bien plus terribles. Leur verdict tomba comme un coup près. Alex avait perdu leur confiance, et Sylvie n'était qu'une témoin gênante. Leur mort, selon le code ancien, s'imposait. Alex se redressa, prêt à mourir en combattant. Mais ce fut Sylvie qui brisa le silence, d'une voix qui tremblait à peine. Elle parla du sang versé pour des traditions absurdes, du poids que portaient ses enfants, de la nécessité d'un changement. Ces mots, bien que simples, transpercèrent la pièce et firent vaciller les certitudes les plus rigides. Elle proposa quelque chose qu'aucun d'eux n'avait envisagé, la survie par la transformation, la puissance par la restructuration, plutôt que par la peur. Le conseil hésita. Certains grondèrent, indignés. D'autres, intrigués, se penchèrent en avant, scrutant la jeune femme avec une curiosité nouvelle. Alex, lui, la regardait comme si elle était la première lumière entrevue, après une nuit trop longue. Ce moment suspendu dans l'air lourd scella leur destin commun. Quand ils quittèrent enfin la salle, épuisés, presque hagards, Sylvie comprit que sa vie venait de changer encore une fois. Elle n'était plus une simple témoin, ni une infirmière improvisée, ni une passagère du chaos. Elle devenait, sans l'avoir voulu, un pilier d'un monde qu'elle commençait seulement à découvrir. Et autour d'elle, un lien invisible unissait désormais leur vie, comme une promesse faite dans l'ombre. Lorsque la porte du conseil se referma derrière eux, un silence étrange les enveloppa. Un silence qui semblait étranger au monde qu'ils venaient d'affronter. Sylvie avait l'impression d'avoir laissé derrière elle une salle où le temps se déchirait, où les alliances invisibles se formaient et se brisaient dans un seul souffle. Dans ce corridor étroit et sombre, elle sentit pour la première fois depuis longtemps que quelque chose venait de culminer, de basculer. Pourtant, ce n'était ni un aboutissement ni une victoire. C'était plutôt l'ouverture d'un passage dont elle ignorait la profondeur. À côté d'elle, Alex avançait lentement, soutenu par la force qu'il puisait autant dans sa volonté que dans la présence de ceux qu'il devait désormais protéger. Ses traits étaient tirés, mais son regard portait une étincelle nouvelle, une lucidité déchirée mais déterminée, comme s'il venait de comprendre qu'il n'était plus seulement le gardien d'un empire, mais le gardien d'une vie qui s'était recomposée à partir de sang, de douleurs et de choix impossibles. Les semaines qui suivirent furent marquées par une transformation silencieuse. Après l'affrontement au conseil, après les cris étouffés et les tensions, un ordre nouveau s'installa peu à peu, lentement, presque à contre-courant de l'histoire qu'Alex avait menée jusque-là. La réforme qu'il avait commencé à articuler, encouragée, inspirée, presque dictée par les paroles inattendues de Sylvie, ne pouvait pas encore être visible, mais elle existait, comme une graine enfouie dans la terre, attendue depuis trop longtemps. Les membres du conseil avaient, pour une fois, choisi la prudence plutôt que la tradition. Ils avaient compris que tuer Alex reviendrait à saper des décennies d'influence et tuer Sylvie reviendrait à éteindre la seule voie extérieure capable de justifier ce changement. Ils ne l'avaient pas admis en mots, mais leur regard, lourd de calculs nouveaux, en disait assez. Alex avait donc survécu, mais légèrement, à peine. Il vivait désormais avec la conscience aiguë qu'un seul faux pas pourrait tout réduire à néant. Et malgré tout, malgré les cicatrices, malgré les risques persistants, quelque chose en lui semblait plus solide qu'avant, plus ancré,
comme si la certitude d'avoir enfin un avenir, non pas pour son empire, mais pour les enfants et pour elle, lui offrait une énergie nouvelle. Ils avaient quitté la salle du conseil comme des fugitifs, mais ils commencèrent les jours suivants comme des bâtisseurs. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent, quelques mois plus tard, dans un penthouse suspendu au-dessus de la ville. Le contraste entre ce nouveau décor et l'ancien appartement mansardé de Sylvie était si saisissant qu'elle en avait d'abord été déconcertée. Ici, l'espace s'étendait en large volume baigné de lumière. Les murs semblaient faits de verre, et la ville entière se déroulait sous leurs pieds, comme une carte mouvante. Le jour, l'horizon s'étirait jusqu'à disparaître sous les nuages, et la nuit, les lumières des immeubles formaient un océan d'étoiles artificielles. Le penthouse n'était pas un sanctuaire. Loin de là, mais il était devenu un lieu où la peur ne s'exprimait plus à haute voix. Et pour la première fois depuis cette nuit sous la pluie glacée, Sylvie sentit qu'elle pouvait respirer plus calmement, même si une petite partie d'elle restait toujours tendue, prête à bondir, prête à courir. Les enfants grandissaient doucement. Ils avaient survécu à l'empoisonnement, à la fuite, aux menaces. Ils riaient maintenant, des rires clairs et lumineux qui emplissaient l'espace comme une promesse. Liana, la petite fille, commençait à attraper les cheveux de Sylvie chaque fois qu'elle la prenait dans ses bras, comme si elle refusait d'être séparée d'elle. Le petit garçon, lui, observait tout avec une curiosité tranquille. Ses grands yeux cherchèrent toujours le contact d'Alex, comme s'il reconnaissait chez lui l'ombre d'un père qu'il n'avait jamais connu. Sylvie les portait souvent tous les deux, et dans ce geste simple, elle sentait une chaleur nouvelle lui envahir le cœur, une chaleur qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps, peut-être jamais de cette manière-là. C'était une sensation d'appartenance, d'ancrage, quelque chose de profondément différent de la solitude dans laquelle elle avait vécu jusque-là. Alex, de son côté, reconstruisait patiemment son monde. Il passait de longues heures dans son bureau, discutant avec des membres de confiance, réorganisant des réseaux, éliminant les liens corrompus, déplaçant des fonds, redessinant des alliances. Mais à présent, il le faisait d'une autre manière. Avant, son empire était un édifice bâti sur la crainte et sur un code ancien qui considérait le sacrifice comme une monnaie courante. Maintenant, il cherchait à le solidifier différemment, à l'alléger du poids inutile de la violence gratuite. Sylvie ne comprenait pas tout de ce qu'il faisait, mais elle voyait la différence dans ses gestes, dans sa manière d'accueillir les décisions difficiles, dans la façon dont il revenait toujours, même tard dans la nuit, vérifier que les enfants dormaient paisiblement, vérifier qu'elle, Sylvie, était encore là. Elle ne cherchait pas le pouvoir, elle ne posait pas de questions qu'elle jugeait appartenir à un monde auquel elle n'avait jamais voulu appartenir. Mais elle se retrouvait malgré elle au centre de la vie d'Alex, non pas par ambition, mais par cette présence silencieuse qu'elle lui offrait, cette sorte de repère auquel il revenait lorsqu'il semblait vaciller. Et elle, malgré son désir initial de ne plus jamais être dépendante de quoi que ce soit, acceptait cet espace, cette disponibilité qu'elle lui offrait, car elle sentait que cela ne lui coûtait rien. Au contraire, cela la consolidait, quelque part. Un soir, alors que le vent soufflait contre les vitres du salon comme une respiration lointaine, Sylvie se tenait près de la baie vitrée, observant la ville s'étendre dans une mer de lumière. La hauteur lui donnait une sensation étrange, presque irréelle, comme si ce lieu n'appartenait pas à la même ligne du temps que celui dans lequel elle avait grandi, ni à celui où elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement dans un fourgon livré aux tempêtes. Elle se perdait dans ses pensées lorsque les pas d'Alex se rapprochèrent, doucement derrière elle. Il ne dit rien d'abord. Il l'enveloppa seulement d'une étreinte lente, posant son front contre son épaule, d'un geste qui n'avait rien de calculé. Il respirait avec une fragilité presque imperceptible, mais elle le sentit immédiatement. Cette fragilité réveilla en elle un tendre pincement. Il avait eu si peur de ne pas vivre assez longtemps pour connaître ce moment, si peur que ses enfants ne puissent pas grandir dans un monde moins violent, si peur peut-être que Sylvie ne s'éloigne un jour, fatiguée par les ombres qu'il traînait depuis tant d'années. Elle posa doucement sa main sur la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent dans un geste simple, naturel, profondément humain. Aucun mot ne fut nécessaire. Tout se trouvait dans la tension qu'il relâchait, dans son souffle qui retrouvait un rythme plus apaisé, dans la manière dont il laissait sa tête s'appuyer contre elle, comme si ce contact suffisait à repousser toutes les menaces du monde. Puis un éclat de rire retentit derrière eux, léger,
pur, suivi d'un deuxième. Liana venait de jeter sa petite bouteille en direction de la nounou, qui la ramassa en soupirant, mais avec un sourire. Alex se détacha lentement de Sylvie, un sourire amusé éclairant son visage. Il secoua doucement la tête, comme si cette scène familière valait à elle seule toutes les batailles gagnées. Sylvie se retourna vers les enfants, et sans réfléchir, elle s'avança pour les prendre dans ses bras. Ils s'agrippèrent à elle comme si elle était devenue leur refuge naturel. Le poids de leur corps contre le sien lui donna une émotion si profonde qu'elle dut fermer les yeux pour en absorber la douceur. C'était ça, pensa-t-elle. C'était ça, la sensation qu'elle avait tant redoutée et tant espérée. L'impression d'être enfin à sa place, d'être indispensable à quelqu'un, d'être aimée sans condition. Elle n'était plus la jeune femme solitaire qui courait d'un emploi à l'autre pour combler un vide qu'elle ne savait même pas nommer. Elle n'était plus la fille endeuillée qui survivait dans un appartement trop petit. Elle n'était plus la livreuse prise dans une tempête. Elle était une femme qui avait choisi d'ouvrir une porte au hasard, et de l'autre côté, elle avait trouvé une famille. Au-delà des murs de verre, la ville continuait de gronder, de respirer, d'émettre ses menaces silencieuses. Certains ennemis d'Alex n'avaient pas disparu. Certains complots couvaient encore dans l'ombre. Mais dans cet instant précis, tout cela semblait lointain, presque insignifiant. Les enfants riaient dans ses bras. Alex les rejoignit, les regardant avec une tendresse qui trahissait tout ce qu'il n'osait pas dire. Sylvie, en observant ces trois vies qui s'entremêlaient autour d'elle, comprit soudain que, quoi qu'il arrive, elle ne serait plus jamais seule. Elle sentit qu'en dépit de la fragilité de leur bonheur, elle ne regrettait rien. Pas un geste, pas un choix, pas une seconde de ce chemin semé d'embûches qui les avait menés ici. Et lorsque ce soir-là, elle coucha les enfants, que la lumière se fit plus douce dans le salon et qu'Alex s'assit près d'elle avec cette même respiration apaisée, elle réalisa qu'elle venait de trouver non pas un refuge, mais un avenir. Un avenir bâti non sur l'absence de danger, mais sur la présence de ceux qu'elle aimait déjà. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos arrivent bientôt et vous ne voudrez certainement pas les manquer. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez et partagez cette vidéo avec vos amis. Cela nous aide à publier encore plus d'histoires.